Vienne, mars 10. 3 semaines après la mort du docteur Wilhelm Reich, son assistante, Helena Vogt, reçut l'ordre de détruire tout le contenu de son laboratoire privé. Mais Helena n'obéit pas. Elle cacha un carnet en cuir noir que Reich avait gardé sous clé pendant 20 ans. Sur la première page, à lit d'encre rouge, un avertissement. Cette carte ne doit jamais être rendue publique. La médecine n'était pas prête. Ce qui est révélé ici détruirait tout ce que nous croyons savoir sur la maladie. À l'intérieur, il y avait quelque chose qu'aucun médecin n'avait jamais documenté. Une carte du corps humain, où chaque organe était relié à une émotion spécifique. Le foie à la colère, les poumons à la tristesse, les reins à la peur, le cœur à l'is-amour blessé. Chaque organe, une émotion. Chaque émotion, une maladie en attente de se manifester. Reich avait documenté des cas qui défiaient toute explication. Des patients avec une cirrhose, qui n'avaient jamais bu d'alcool, mais qui portaient des décennies de ressentiment. Des femmes asthmatiques, sans allergie, mais avec des deuils qu'elles n'avaient jamais pleurés. Des hommes victimes d'infarctus, avec des artères parfaites, mais des cœurs brisés que personne n'avait soignés. Dans ses notes, il avouait ce qu'il n'avait jamais dit en public. J'ai vu des cancers disparaître quand le patient pardonne. J'ai vu le diabète régresser quand l'amertume se dissout. La maladie n'était pas une invasion. C'est une émotion qui n'a pas trouvé d'issue et qui a pourri à l'intérieur du corps. Helena garda ce carnet pendant 60 ans. Aujourd'hui, pour la première fois, la carte interdite sort au grand jour. Ce que tu vas entendre, ce ne sont pas des théories. Ce sont des cas documentés par un homme qui a découvert la vérité la plus inconfortable de la médecine, que ton corps ne tombe pas malade par hasard. Il tombe malade à cause de ce que tu ressens et que tu n'exprimes pas, à cause de ce que tu portes et que tu ne lâches pas. Chaque organe qui lâche est une émotion qui demande à être entendue. Et voici la vérité que ton corps attendait que tu découvres. Chapitre 1. Le foie, l'organe qui garde la colère. 14 octobre 1952. Roberto Castelli entra dans mon cabinet traînant un corps qui semblait avoir renoncé. Il avait 47 ans, mais il en paraissait 70. Sa peau avait pris cette teinte jaunâtre que nous, médecins, reconnaissons comme une sentence. Sous le bras, il portait une enveloppe d'analyses qui confirmait ce que son visage criait déjà, cirrhose hépatique. Avancée, dommage irréversible, quelques mois à vivre. Mais il y avait quelque chose dans son dossier qui ne collait pas. Roberto Castelli ne buvait pas d'alcool, pas une goutte, de toute sa vie. Les médecins de l'hôpital général de Vienne étaient déconcertés. Ils avaient fait des tests d'hépatite. Ils avaient exclu les toxiques. Ils avaient cherché des parasites. Ils avaient revu son alimentation. Rien n'expliquait pourquoi son foie pourrissait de l'intérieur. Rien. Sauf une chose que personne n'avait pensé à demander. Je m'y assis en face de lui et au lieu de revoir ses analyses, je lui posai une question qui le déstabilisa complètement. « Monsieur Castelli, qui n'avez-vous pas réussi à pardonner ?» Son visage changea. La mâchoire se serra. Les poings se fermèrent. Et je le vis. Cet éclat dans le regard que j'avais appris à reconnaître après des années de recherche. C'était de la colère ancienne, de la colère fermentée pendant des décennies, jusqu'à devenir du poison. « Mon frère » cracha-t-il, comme si les mots brûlaient. « Il y a 23 ans, il m'a volé l'héritage de mon père. Il m'eut à tout prix, et il nous a jamais payé pour ça. » 23 ans. Pendant 23 ans, Roberto Castelli avait nourri ce ressentiment chaque matin au réveil et chaque nuit avant de dormir. Il lui savait ruminer à chaque repas, à chaque silence, à chaque fois qu'il voyait son frère prospérer avec l'argent qu'il considérait comme le sien. Et son foie, cet organe que les anciens Chinois appelaient le général de l'armée, absorbait chaque goutte de cette rage contenue. Ce que je vais te révéler maintenant, c'est quelque chose que la médecine occidentale refuse d'accepter, mais que les traditions anciennes ont documenté il y a des milliers d'années. Le foie ne filtre pas seulement des toxines physiques, il filtre des toxines émotionnelles. Et la toxine la plus destructrice pour cet organe, c'est la colère qui ne s'exprime pas, le ressentiment gardé, la rancune nourrie en silence. Les médecins taoïstes de la Chine ancienne avaient cartographié ce lien il y a plus de 3000 ans. Chaque fois qu'un patient arrivait avec des problèmes hépatiques, il ne demandait pas ce qu'il mangeait. Il demandait « Avec qui es-tu en colère ?» Il savait que le foie est l'organe où la colère se stocke quand elle ne trouve pas d'issue. Et quand cette colère s'accumule pendant des années, le foie commence à se durcir, à suer enflammé, à se détruire de l'œuf intérieur. La médecine moderne a un nom pour cela, sans encore le comprendre totalement. Elle appelle ça stress chronique et réponse inflammatoire soutenue. Quand tu ressens de la colère, ton corps libère du cortisol
et de l'adrénaline. Ton foie travaille en heures supplémentaires pour traiter ses hormones. Si la colère passe, le foie se repose. Mais si la colère devient ton état permanent, le foie ne se repose jamais. Il travaille sans pause, jusqu'à l'effondrement. J'eus d'expliquer tout cela à Roberto. Je lui dis que son frère ne lui avait pas détruit le foie, c'était lui qui lui avait fait. En alimentant, pendant 23 ans, un feu qui ne le brûlait que lui. Son frère, lui, restait en bonne santé, prospère, et probablement sans penser à Roberto, pas même une fois par mois. Pendant ce temps, Roberto avait transformé son corps en prison. Une prison où il purgeait une peine qu'il s'était lui-même imposée. Mais ce qu'il m'a fait, c'était injuste, protesta-t-il, les yeux humides. Ça lui s'était probablement, répondis-je. Mais pardonner, ce n'est pas déclarer que ce qu'il a fait était bien. Pardonner, c'est lâcher la corde qui te relie à lui. Chaque jour où tu ne pardonnes pas, tu te réveilles enchaîné à ton frère. Le pardon ne le libère pas lui, il te libère toi. Je lui enseignai alors ce que j'appelais le protocole de libération hépatique. Ce n'était pas une médecine conventionnelle. C'était plus ancien et plus puissant. Chaque nuit, avant de dormir, Roberto devait fermer les yeux et visualiser son frère devant lui. Pas avec de la haine, avec l'intention de lâcher. Puis, il devait répéter ces mots. En les sentant au plus profond, je te libère, je me libère. Ce que tu as fait ne vit plus dans mon corps. Je lâche ce fardeau qui ne m'empoisonne que moi. Mon foie se nettoie de tout ressentiment. Mon sang coule, libre de rancune. Il devait le faire 40 nuits consécutives, sans en manquer une seule. Les 2 premières semaines, Roberto m'avoua qu'il ressentait plus de rage que jamais. C'était normal, lui dis-je. Quand tu commences à lâcher un vieux poison, il remonte d'abord à la surface, avant de sortir. Ne lutte pas contre ça. Laisse passer. À la 3e semaine, quelque chose changea. Roberto me t'appela un matin, en pleurant. Mais ce n'était pas des larmes de rage, c'était des larmes de libération. Hier soir, dit-il, pour la première fois en 23 ans, j'ai pensé à mon frère et je n'ai rien senti. Rien. Comme si c'était un étranger. À la 6e semaine, les médecins de l'hôpital refirent ces analyses. Les résultats les laissèrent sans voix. Les marqueurs hépatiques avaient énormément amélioré. L'organe qu'ils avaient déclaré mort se régénérait. Roberto Castelli vécut encore 31 ans. Il mourut à 78 ans de cause naturelle avec un foie qui fonctionnait mieux que celui de beaucoup d'hommes de 50 ans. Il ne reparla jamais à son frère. Ce n'était pas nécessaire. Le pardon ne demande pas la réconciliation. Il demande seulement de lâcher. Voici la première loi de la carte interdite. Le foie garde la colère que tu ne exprimes pas. Si tu veux guérir ton foie, ne cherche pas seulement dans ton alimentation. Cherche dans ton histoire. Cherche qui tu ne lui as pas pardonné. Cherche quel ressentiment tu nourris, comme si c'était un trésor, alors que c'est un poison. Ton foie ne te demande pas d'oublier les injustices. Il te demande d'arrêter de les porter dans ses tissus, parce que chaque jour où tu gardes rancune, ton foie paye le prix. Et il n'y a aucune faute dans ce que santé a fait. Chapitre 2. Les poumons. L'organe qui garde la tristesse. 3 février. Martha Brennan entra dans mon cabinet en luttant pour chaque respiration. Elle avait 38 ans et elle portait une bouteille d'oxygène devenue son ombre permanente. Ses poumons s'étaient dégradés si vite que des pneumologues de 3 hôpitaux différents ne trouvaient aucune explication. Elle ne fumait pas. Elle n'y avait jamais fumé. Elle ne travaillait pas avec des produits chimiques. Elle n'avait pas d'antécédents familiaux de maladies pulmonaires. Tous les tests dits à l'hygiène étaient négatifs. Ses poumons se refermaient simplement comme s'ils avaient décidé de ne plus recevoir d'air. Les médecins appelaient ça fibrose pulmonaire idiopathique. Idiopathique, le mot élégant que la médecine utilise quand elle n'a aucune idée de la cause. Moi, je t'avais un autre soupçon. Madame Brennan, lui demandai-je, pendant que Fell se battait pour remplir ses poumons, qui avez-vous perdu, que vous n'avez toujours pas pleuré? L'effet fut immédiat. Ses yeux se remplirent de larmes. Mais son corps se tendit, résistant à les laisser tomber. Elle serra les lèvres, retint son souffle. Et dans ce geste, je vis tout ce que je devais savoir. Mon fils, chuchota-t-elle enfin. Thomas. Il avait 7 ans. Il s'est noyé dans le lac il y a 4 ans, devant mes yeux. Je n'ai pas pu le sauver. 4 ans. Pendant 4 ans, Martha Brennan n'avait pas pleuré la mort de son fils. Pas parce que ça ne lui faisait pas mal. Ça lui faisait tellement mal qu'elle avait décidé de sceller cette douleur au plus profond. Convaincue que si elle commençait à pleurer, elle ne pourrait jamais s'arrêter. Elle avait construit un mur autour de sa poitrine, et ce mur étouffait ses poumons.
Ce que je vais te révéler, c'est quelque chose que les anciens guérisseurs savaient et que la médecine moderne commence à redécouvrir. Les poumons ne traitent pas seulement l'air que tu respires, ils traitent la tristesse que tu ressens. Ce sont l'organe du deuil. Le lieu où le corps stocke les pertes que nous n'avons pas pleurées. Les médecins de la Chine ancienne appelaient les poumons le ministre du ciel, l'organe qui relie l'intérieur à l'extérieur par le souffle. Mais ils savaient aussi ceci, les poumons gouvernent la capacité de lâcher. Chaque expiration est un petit acte d'abandon. Et quand nous refusons de lâcher émotionnellement, les poumons en souffrent physiquement. As-tu remarqué ce qui se passe quand quelqu'un pleure profondément? Les épaules tremblent, la poitrine se secoue, la respiration se brise. Pleurer est un acte respiratoire. Les larmes sont la manière dont les poumons libèrent une tristesse accumulée. Quand tu réprimes les pleurs, tu obliges tes poumons à retenir ce qu'ils doivent expulser. Et ce que on retient trop longtemps pourrit. Martha avait cessé de respirer profondément le jour où Thomas est mort. Inconsciemment, elle avait commencé à prendre des respirations courtes, superficielles, comme si respirer pleinement trahissait son fils, qui ne pouvait plus le faire. Son corps reproduisait l'asphyxie qu'elle avait vue. Ses poumons se noyaient dans des larmes non versées. Je lui expliquai ce qu'aucun médecin ne lui avait dit. Tes poumons ne sont pas malades, Martha. Ils sont pleins d'un deuil que tu ne t'es pas permis d'exprimer. Chaque larme que tu as retenue occupe un espace où il devrait y avoir de l'air. Tes poumons ont besoin que tu pleures. Pas demain, pas quand tu seras prête. Maintenant, elle secoua la tête. Si je commence à pleurer, je vais mourir. Si tu ne commences pas à pleurer, répondis-je, tes poumons le feront à ta place. Je lui enseignai alors le rituel de libération pulmonaire. C'était simple, mais ça demandait le courage qu'elle évitait depuis 4 ans. Chaque matin au réveil, elle devait s'asseoir près d'une fenêtre ouverte pour sentir l'air frais. Elle poserait ses mains sur sa poitrine et elle commencerait à respirer profondément, plus profondément qu'elle n'avait respiré depuis des années. À chaque inspiration, elle devait penser à Thomas, ce rire, ses câlins, le sudeur de ses cheveux. À chaque expiration, elle devait laisser sortir un son, n'importe quel son que son corps avait besoin d'exprimer. Un soupir, un gémissement, un sanglot. Ne retiens rien, lui dis-je. Si les larmes viennent, laisse-les venir. Si les cris viennent, laisse-les venir. Tes poumons doivent se vider de tout ce que tu as gardé. Le premier jour, Martha mit à plat, effrayée. Elle avait pleuré pendant 2 heures sans pouvoir s'arrêter. Je lui dis que c'était exactement ce qui devait arriver. La digue avait cédé. Maintenant, le beau devait couler. Le deuxième jour, elle pleura 1 heure. Le troisième, 40 minutes. Chaque jour un peu moins. Pas parce que la douleur disparaissait, mais parce qu'elle était enfin traitée au lieu d'être stockée. À la 3e semaine, Martha respira profondément pour la première fois depuis 4 ans, sans sentir qu'elle se noyait. Elle dit que c'était comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre dans une pièce restée fermée trop longtemps. À la 8e semaine, les médecins refirent ses examens. La fibrose avait stoppé sa progression. Dans certaines zones, le tissu montrait des signes de régénération. Ils appelèrent cela inexplicable. Martha Brennan abandonna la bouteille d'oxygène 6 mois plus tard. Elle vécut encore 34 ans. Elle n'eut oublié jamais Thomas. Mais elle apprit quelque chose qui transforma sa vie. Le deuil ne se traverse pas en l'évitant. Il se traverse en le traversant. Et les poumons sont l'organe qui nous rappelle que lâcher n'est pas trahir. C'est survivre. Voici la 2e loi de la carte interdite. Les poumons gardent la tristesse que tu ne pleures pas. Chaque perte non traitée occupe un espace où il devrait y avoir de l'air. Si tu as du mal à respirer et que les médecins ne trouvent pas de cause, demande-toi quel deuil tu as scellé dans ta poitrine. Tes poumons ne te demandent pas d'oublier ce que tu as perdu. Ils te demandent de les honorer en les pleurant. Parce que les larmes qui ne sortent pas par les yeux finissent par noyer l'organe qui te maintient en vie. Et ton corps mérite de respirer librement. Chapitre 3. Les reins. L'organe qui garde la peur. 17 septembre 1957. Heinrich Müller était un homme qui avait bâti un empire, propriétaire de 4 usines textiles, respecté dans les cercles d'affaires de toute l'Autriche, craint par ses concurrents. À 52 ans, il projetait une image de pouvoir absolu. Mais quand il entra dans mon cabinet, je vis quelque chose que ses associés ne savaient jamais vu. Un homme terrifié. Ses reins étaient en train de lâcher. Insuffisance rénale chronique, avaient conclu les spécialistes. Il avait besoin de dialyse 3 fois par semaine pour rester en vie. Les médecins accusaient l'hypertension qu'Heinrich traînait depuis une décennie. Mais l'hypertension n'apparaît pas de nulle part. Quelque chose lui savait déclencher. Quelque chose qu'aucun médecin n'avait pensé à explorer. Monsieur Müller, lui demandai-je après avoir revu son dossier, de quoi avez-vous peur? Sa réaction fut immédiate. Il rit, un rire dur, forcé.
Le rire d'un homme qui a passé sa vie à convaincre le monde qu'il n'a peur de rien. Je ne sais pas peur, docteur. La peur, c'est pour les faibles. Vos reins disent le s'inverse, répondis-je. Je le regardais en silence un long moment. Alors son masque commença à se fissurer. Les épaules tombèrent. La mâchoire se relâcha. Et la vérité sortit dans un murmure. J'eusais peur de tout perdre. Chaque nuit, je me réveille à 3 heures du matin, le cœur affolé. Je pense que demain sera le jour où tout s'écroulera. Que les banques me prendront mes usines. Que mes employés m'abandonneront. Que ma famille découvrira que je ne suis pas aussi fort que je le montre. Ça fait 10 ans que je dors 3 heures par nuit. 10 ans que Jules attend la catastrophe. 10 ans. Pendant 10 ans, Heinrich Müller avait vécu en état d'alerte permanent. Son corps avait passé une décennie entière à se préparer à une catastrophe qui ne lui arrivait jamais, mais dont il était certain que celle viendrait. Et ses reins, ses organes de la taille d'un poing, qui filtrent tout le sang du corps, absorbaient chaque goutte de cette terreur nocturne. Ce que je vais te révéler est un savoir que les anciens guérisseurs considéraient comme fondamental, mais que la médecine moderne a presque totalement oublié. Les reins sont l'organe de la peur, le lieu où le corps stocke les terreurs profondes, les insécurités existentielles, la panique de ne pas survivre. Les médecins de la Chine ancienne appelaient les reins la racine de la vie, le siège de l'énergie ancestrale, qui détermine combien de vitalité nous avons pour affronter l'existence. Mais ils enseignaient aussi ceci: la peur vide les reins. Chaque fois que tu ressens une terreur profonde, ton énergie rénale s'épuise. Et quand cette énergie s'épuise, le corps vieillit prématurément. Le bas du dos fait mal sans explication. Les jambes perdent leur force. La volonté de vivre s'y affaiblit. La science moderne a sa propre version de cette vérité. Quand tu as peur, les glandes surrénales, juste au-dessus des reins, libèrent du cortisol et de l'adrénaline. Ces hormones sont faites pour te sauver lors d'urgences réelles. Elles te donnent la force de fuir le lion, de te battre, de survivre au danger immédiat. Mais Heinrich ne fuyait aucun lion. Son lion était imaginaire. C'était la possibilité de l'échec, que son esprit avait transformé en certitude imminente. Et le corps ne fait pas la différence entre un danger réel et un danger imaginé, avec une intensité émotionnelle suffisante. Pour ses reins et ses surrénales, Heinrich fuyait un lion depuis 10 ans, sans repos. Des surrénales épuisées cessent de fonctionner correctement. La pression artérielle se dérègle. Les reins, soumis à un stress constant, se détériorent. Le filtre du corps s'abîme parce qu'il a traité du venin de peur trop longtemps. Je lui expliquai tout cela. Je lui dis que ses reins ne lâchaient pas par hasard, ni par génétique. Il lâchait parce qu'il avait choisi de vivre dans un état d'urgence permanent. Son corps avait payé le prix d'une décennie de nuits sans sommeil, de matinées pleines de panique, de journées entières à anticiper des catastrophes qui n'existaient que dans son imagination. Mais les risques sont réels, protesta-t-il. Je pourrais tout perdre. Tu pourrais, admis-je. Mais tu ne lui as pas encore perdu. Et pendant que tu vis dans la peur de perdre, tu es déjà en train de perdre. Tu perds ta santé, tu perds tes nuits, tu perds des années de vie. La peur du désastre est devenue le désastre lui-même. Je lui enseignai alors le protocole de restauration rénale. Ce n'était pas seulement de la médecine, c'était une reprogrammation complète de son système nerveux. Chaque nuit, avant de dormir, Heinrich devait poser ses mains sur le bas du dos, là où se trouvent les reins. Il devait respirer profondément, en envoyant l'air vers cette zone, en imaginant qu'à chaque inspiration, ses reins se remplissaient d'un calme liquide, de sécurité, de confiance. À chaque expiration, il devait relâcher la peur accumulée, la visualiser comme une fumée sombre qui quittait son corps, et il devait répéter « Je suis en sécurité, je suis soutenu. La vie me porte, je lâche la peur qui ne me sert plus. Mes reins se restaurent, en paix. » Puis je lui donnai une instruction qui le déconcerta. Chaque fois que tu te réveilles à 3 heures du matin avec la peur, au lieu de rester au lit à ruminer des catastrophes, lève-toi, pose tes pieds sur le sol froid, sens la solidité du sol qui te soutient. Et dis à voix haute, je suis ici, je suis vivant. Aujourd'hui, tout va bien. Les premières semaines furent difficiles. Heinrich se réveillait chaque nuit, parfois 2 ou 3 fois. Mais il faisait le exercice. Il posait les pieds au sol. Il disait les mots. Et lentement, quelque chose changea. À la 4e semaine, il dormit 5 heures d'affilée, pour la première fois en une décennie. Ce matin-là, il pleura sans savoir pourquoi. Je lui dis que ses reins relâchaient des années de tension. À la 8e semaine, sa créatinine avait suffisamment baissé pour réduire la dialyse à 2 fois par semaine. Au 4e mois, à 1 fois par semaine. Au bout d'1 an,
Ses reins fonctionnaient assez bien pour arrêter complètement la dialyse. Heinrich Müller vécut jusqu'à 84 ans. Il ne perdit jamais ses usines. Mais plus important encore, il cessa de vivre dans la peur de les perdre. Il apprit ceci: la peur du futur vole la vie du présent. Et les reins comptabilisent chaque jour que tu passes à craindre au lieu de vivre. Voici la 3e loi de la carte interdite. Les reins gardent la peur que tu n'y affrontes pas. Chaque terreur nocturne, chaque panique du futur, chaque insécurité existentielle, tout cela accumule dans ses organes jusqu'à l'effondrement, sous le poids de menaces qui ne viendront peut-être jamais. Si ton bas du dos te fait mal sans raison, si ton énergie vitale est épuisée, si tes reins donnent des signaux d'alarme, ne cherche pas seulement dans ton corps, cherche dans tes peurs. Demande-toi ce que tu fuis. Demande-toi quelle catastrophe imaginaire t'a volé le sommeil. Tes reins ne te demandent pas de ne jamais avoir peur. Ils te demandent d'arrêter de vivre dans la peur. Chapitre 4. Le cœur. L'organe qui garde l'amour blessé. 8 mars 1959. Elena Vasquez avait 45 ans et le cœur d'une femme de 80 ans. Arythmies constantes. Pression artérielle erratique. 2 infarctus en 3 ans. Les cardiologues étaient déconcertés parce qu'Elena n'avait aucun facteur de risque classique. Elle ne fumait pas, elle ne buvait pas. Elle faisait du sport, son cholestérol était normal, ses artères étaient propres. C'est comme si son cœur avait décidé de ne plus fonctionner correctement, me dit le spécialiste qui me l'adressa. Nous ne trouvons aucune cause physique. Quand Elena entra dans mon cabinet, je remarquai tout de suite sa manière de marcher, voûtée, les bras croisés sur la poitrine, comme si elle protégeait quelque chose, ou comme si elle le cachait. Je m'assis en face de celle, et je lui posai la question que personne ne lui avait posée. « Madame Vasquez, quand avez-vous laissé quelqu'un vous aimer pour la dernière fois ?» Sa réaction fut comme un coup. Elle recula sur sa chaise. Ses yeux se humidifièrent instantanément. Et d'une voix à peine audible, elle me raconta l'histoire qu'elle gardait depuis 22 ans. « Mon mari, Eduardo, a été l'is-amour de ma vie. Nous nous sommes mariés quand j'avais 19 ans. Nous étions heureux, tellement heureux que ça me faisait peur. Et puis un jour, je suis rentré plus tôt et je l'ai trouvé avec une autre femme, dans notre lit, dans notre maison. Elle s'y arrêta, respira profondément, continua. J'usais et divorcé. Je n'ai plus jamais fait confiance à personne. Je n'ai plus jamais laissé personne s'y approcher. Je vais construire un mur autour de mon cœur et j'ai juré que personne ne le traverserait à nouveau. 22 ans. Pendant 22 ans, Elena avait vécu le cœur fermé. Elle avait repoussé des prétendants, gardé ses amis à distance, évité toute situation où elle aurait pu redevenir vulnérable. Elle croyait se protéger. En réalité, elle étouffait l'organe qui a le plus besoin de donner et de recevoir de l'amour pour fonctionner. Ce que je vais te révéler, c'est quelque chose que les poètes ont toujours su et que la science commence à confirmer. Le cœur n'est pas seulement une pompe mécanique, c'était un organe émotionnel. Il a son propre réseau neuronal. Plus de 40 000 neurones qui communiquent directement avec le cerveau. Des chercheurs de l'Institut Harmat appellent cela le cerveau du cœur. Et ce cerveau cardiaque répond profondément à l'amour. Quand tu aimes et que tu te sens aimé, le cœur entre dans un état appelé cohérence cardiaque. Les battements deviennent rythmiques, harmonieux, efficaces. La pression se régule naturellement. Le système immunitaire se renforce, tout le corps fonctionne mieux. Mais quand le cœur se ferme, quand tu décides de ne plus jamais aimer pour ne plus souffrir, c'est l'élu inverse qui se produit. Le cœur entre en incohérence. Les battements deviennent erratiques. La pression oscille sans contrôle. Les artères s'enflamment. L'organe conçu pour aimer commence à tomber malade parce que tu lui refuses sa fonction la plus essentielle. Les anciens Égyptiens croyaient que le cœur était le centre de l'âme. Les Chinois l'appelaient le empereur du corps. L'organe qui gouverne non seulement le sang, mais aussi la joie de vivre. Ils savaient qu'un cœur sans amour se flétrit, peu importe ton sport ou ton alimentation. Elena n'avait pas eu un cœur malade pendant 22 ans. Elle avait eu un cœur emprisonné, et cette prison le tuait. Je lui expliquai que Eduardo ne lui avait pas brisé le cœur. C'était elle qui l'avait fait en le fermant pendant plus de 2 décennies. La trahison d'Eduardo avait été un événement d'un jour. La décision de ne plus jamais aimer était un événement de 22 ans. Son cœur ne payait pas les infidélités. Il payait le isolement que Fels lui était imposé. Mais si je rouvre mon cœur, on peut encore me blesser, dit-elle, avec une peur réelle. Ce fut vrai, répondis-je. Mais il est déjà blessé. Blessé par la solitude, blessé par le silence, blessé par tous les câlins refusés, par toutes les paroles d'amour qu'elle n'a pas laissé entrer, par toute la vie qu'elle a refusé de vivre,
par peur d'avoir mal. Je lui enseignai alors le protocole d'ouverture cardiaque, plus subtil que les autres, mais tout aussi puissant. Chaque matin, Elena devait poser ses 2 mains sur son cœur et respirer profondément. Sentir le battement sous ses paumes, visualiser son cœur comme une fleur fermée et à chaque respiration, l'imaginer ouvrir lentement ses pétales. Et répéter « Mon cœur est fort. Mon cœur est en sécurité. Je mérite d'être aimé et d'être aimé. J'ouvre mon cœur à la vie. » Ce qui s'est passé ne vit plus ici. Puis je lui donnai une tâche qui la terrifia. Chaque semaine, fais quelque chose qui te rende vulnérable. Accepte une invitation que tu refuses de d'habitude. Dis je t'aime à quelque temps qui compte. Laisse quelqu'un t'aider sans résister. De petits actes d'ouverture pour rappeler à ton cœur que s'ouvrir ne veut pas dire mourir. Les premières semaines, Elena pleura à chaque exercice. Des larmes anciennes qui attendaient depuis 22 ans. Je lui dis de les laisser couler. Chaque larme était de la rouille qui tombait des charnières d'un cœur resté fermé trop longtemps. Au 2e mois, Elena accepta un dîner avec une amie qu'elle tenait à distance depuis des années. Pour la première fois depuis des décennies, elle se permit une conversation intime. Elle dit que elle se sentait étrange, exposée, mais aussi vivante. Au 4e mois, ses arythmies diminuèrent fortement. Au 6e mois, son cardiologue réduisit ses médicaments de moitié. Au bout d'1 an, son cœur battait avec la régularité d'une femme saine. Elena Vasquez vécut jusqu'à 79 ans. Elle ne se remaria jamais. Mais elle apprit quelque chose de plus précieux que le mariage. Le cœur ne se protège pas en se fermant. Il se protège en restant assez ouvert pour que la vie puisse y circuler. Voici la 4e loi de la carte interdite. Le cœur garde l'amour que tu ne te permets pas de donner ni de recevoir. Chaque fois que tu refuses la connexion humaine pour te protéger de la douleur, ton cœur en paie le prix. Il a été conçu pour aimer. Le lui refuser, c'est le condamner à une mort lente. Si ton cœur bat de travers, si ta pression ne se stabilise pas, si les cardiologues ne trouvent pas de cause physique, regarde ta vie émotionnelle. Demande-toi à qui tu as fermé la porte. Demande-toi combien d'amour tu as refusé par peur. Ton cœur ne te demande pas d'être imprudent. Il te demande seulement de lui permettre de faire ce pourquoi il a été créé. Aimer. Chapitre 5. L'estomac. L'organe qui garde l'anxiété. 22 novembre 1900. Se sentant Daniel Ortega avait 34 ans et l'estomac d'un homme qui a avalé de l'acide pendant des décennies. 3 ulcères hémorragiques, gastrite chronique sévère, reflux qui le réveillait chaque nuit en s'étouffant dans son propre acide. Il avait consulté 7 gastro-entérologues en 3 ans. Tous lui donnaient le même conseil. Régime léger, antiacide, éviter le stress. Mais Daniel empirait. Il avait supprimé le café, le alcool, les épices, les agrumes. Il mangeait comme un moine. Et pourtant, son estomac continuait de se dévorer de l'intérieur. Quand je le reçus dans mon cabinet, je remarquai d'abord ses mains. Elle ne pouvait pas rester immobile. Elle tambourinait sur la table. Elle se frottait, ajustait sa cravate, touchait son visage. Un homme en mouvement perpétuel, même assis. « Monsieur Ortega, lui demandai-je, quand votre esprit a-t-il été silencieux pour la dernière fois ?» Il me regarda perplexe. « Silencieux ? Je ne comprends pas la question. Quand avez-vous cessé de penser à ce qui pourrait mal tourner, à ce que vous devez faire demain, aux problèmes qui pourraient surgir? Quand avez-vous simplement été présent, sans anticiper des désastres ?» Son visage pâlit. Il resta silencieux presque 1 minute. Puis il parla. Je ne m'y s'en souviens pas. Peut-être. Jamais. Depuis aussi loin que je me souvienne, mon esprit ne s'arrête pas. Il y a toujours quelque chose à résoudre, quelque chose à prévoir. Quelque chose qui pourrait échouer. Ma femme dit que même quand je dors, je murmure des listes de choses à faire. Daniel était ce qu'aujourd'hui on appellerait un anxieux chronique. Mais à l'époque, ce terme n'y existait pas. Ce qui existait, c'était un estomac détruit qui criait ce que sa bouche ne savait pas exprimer. Son esprit vivait dans le futur et son estomac payait le prix dans le présent. Ce que je vais te révéler, c'est quelque chose que les anciens guérisseurs, dans toutes les cultures, comprenaient parfaitement. L'estomac ne digère pas seulement la nourriture, il digère des expériences, il digère des émotions, il digère la vie elle-même. Et quand tu vis dans un état d'anxiété permanente, tu demandes à ton estomac de digérer un poison qui n'arrête jamais d'arriver. Les médecins de la Chine ancienne appelaient l'estomac le grenier central, l'organe chargé de transformer ce qui entre en énergie utilisable. Mais ils enseignaient aussi que l'inquiétude excessive abîme l'estomac et la rate. Quand l'esprit ne se repose pas, l'estomac ne peut pas se reposer. Quand tu rumines des pensées obsessionnelles,
Ton estomac rumine de l'acide obsessionnellement. La science moderne a confirmé ce lien avec une précision stupéfiante. Ton intestin possède plus de 500 millions de neurones. Il produit 95% de la sérotonine de ton corps, le neurotransmetteur du bien-être. Les scientifiques l'appellent le deuxième cerveau, et ce deuxième cerveau communique constamment avec le premier via le nerf vague. Quand ton esprit est anxieux, il envoie des signaux d'alarme à l'estomac. L'estomac répond en produisant plus des acides. Il se prépare à une urgence qui n'arrive jamais. La digestion se bloque parce que le corps croit que ce n'est pas le moment de digérer. C'est le moment de survivre. Et si cette alarme ne s'y éteint jamais, l'estomac se détruit en essayant de répondre à une urgence imaginaire. Daniel n'y avait pas un problème d'estomac. Il avait un problème d'esprit. Son estomac était la victime, pas les origines. Et aucun régime doux au monde ne l'aurait guéri. Tant que son cerveau continuerait d'envoyer des signaux de panique 24 heures sur 24, je lui expliquais cela aussi clairement que possible. Votre estomac fonctionne parfaitement, monsieur Ortega. Il fait exactement ce que votre esprit lui ordonne. Vous lui dites qu'il y a un danger constant et il produit un acide constant pour y faire face. Le problème n'y a pas votre estomac, c'était le message que vous lui envoyez. Mais je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter, répondit-il, frustré. C'était comme ça que je suis. Je le t'ai toujours été. Non, corrigez-je. Vous ne êtes pas né comme ça. Vous avez appris à être comme ça. Et ce qu'on apprend, on peut le désapprendre. Je lui enseignais alors le protocole de digestion consciente. C'était radicalement différent de tout ce qu'il avait reçu. Avant chaque repas, Daniel devait s'y arrêter, fermer les yeux, prendre 5 respirations profondes et répéter mentalement. Ce moment est sûr. Cette nourriture me nourrit. Mon estomac s'est digéré. J'ai confiance en mon corps. Je lâche le besoin de contrôler ce qui n'est pas encore arrivé. Seulement ensuite, il pouvait commencer à manger lentement, mâcher chaque bouchée 20 fois, sans lire le journal, sans penser aux tâches, présent uniquement dans l'acte de se nourrir. Et je lui prescrivis quelque chose que aucun médecin ne lui avait jamais prescrit, 15 minutes de silence mental. Chaque matin. Pas une méditation compliquée, juste s'y d'asseoir, respirer, et chaque fois qu'une pensée d'inquiétude apparaissait, dire mentalement après, puis revenir au souffle. Ne pas combattre les pensées, juste les repousser. Les premières semaines furent une torture pour Daniel. Son esprit se révoltait contre le silence, comme un addict en manque. Mais il persista. À la 3e semaine, il remarqua quelque chose d'étrange. Il put manger une orange sans brûlure, pour la première fois depuis des années. À la 6e semaine, les ulcères commencèrent à cicatriser. Son gastro-entérologue ne pouvait pas l'expliquer. Au 3e mois, Daniel me fit à plat en pleurant. Hier soir, j'ai dormi 6 heures d'affilée, sans me réveiller, sans m'étouffer. Je lui avais oublié ce que c'était. Au bout d'1 an, son estomac fonctionnait normalement. Il restait un homme prudent, mais il ne vivait plus otage de l'anxiété. Il avait appris ceci. L'esprit peut être entraîné. Le futur ne peut pas être contrôlé, et l'estomac a besoin de paix pour digérer. Pas seulement de nourriture douce. Daniel Ortega a vécu jusqu'à 81 ans, avec un système digestif que ses médecins qualifiaient d'excellent pour son âge. Voici la 5e loi de la carte interdite. L'estomac garde l'anxiété que tu n'arrives pas à lâcher. Chaque inquiétude obsessionnelle, c'est de l'acide en plus. Chaque futur catastrophique que tu imagines, c'est un ulcère en formation. Si ta digestion est un chaos, ne regarde pas seulement ce que tu manges. Regarde ce que tu penses. Demande-toi combien d'heures par jour ton esprit vit dans un futur qui n'existe pas encore. Demande-toi combien de paix tu refuses à ton estomac pendant que tu nourris ton anxiété. Ton estomac s'est digéré. Il a juste besoin que tu arrêtes de lui envoyer de fausses alarmes. Chapitre 6. L'intestin. L'organe qui garde ce que tu ne lâches pas. Beatriz Herrera luttait contre son propre corps depuis 15 ans. Constipation chronique sévère. Il y avait des semaines entières où elle ne pouvait pas évacuer. Elle avait tout essayé. Des laxatifs qui ne fonctionnaient plus. Des lavements qui lui causaient une douleur insupportable. Des régimes riches en fibres qui n'aggravaient que les ballonnements. 3 coloscopies, sans rien dû anormal. Votre intestin est parfaitement sain, lui avaient dit les médecins. Structurellement, il n'y a aucun problème. Mais si son intestin était sain, pourquoi refusait-il de fonctionner? Quand Béatrice entra dans mon cabinet, elle marchait difficilement. Son abdomen était tellement distendu qu'elle semblait enceinte de 6 mois. Son visage portait des années de honte, de frustration et de douleur silencieuse. Madame Herrera, lui demandai-je après avoir écouté son histoire, « Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à lâcher dans votre vie ?» Elle me regarda comme si je parlais une autre langue. « Lâcher? Je ne comprends pas le rapport avec mon intestin. Ça a tout à voir, répondis-je.
L'intestin est le organe du lâcher-prise. Sa seule fonction, c'est de laisser partir ce dont le corps n'a plus besoin. Quand le intestin se bloque sans cause physique, c'est que quelque chose dans votre vie s'est d'abord bloqué. Quelque chose auquel vous vous accrochez, alors que vous auriez dû le lâcher depuis longtemps. Ses yeux se remplirent de larmes. Et l'histoire sortit qu'elle retenait presque aussi longtemps que ses intestins. Mon fils Alessandro est parti de la maison il y a 15 ans. Il avait 18 ans. Il voulait étudier le CEAR à Madrid. Je m'y suis opposé. Je lui ai dit des choses horribles. Que s'il partait, il ne revienne jamais. Que Till était mort pour moi. Il est parti quand même. Je ne lui ai pas parlé depuis. Je ne sais pas où il vit. Je ne sais pas s'il a des enfants. Je ne sais pas s'il est vivant. 15 ans. Exactement le temps de sa constipation chronique. Ce n'était pas une coïncidence. Ça ne lui est jamais. Beatrice avait expulsé son fils de sa vie avec des mots qu'elle avait regrettés aussitôt. Mais son orgueil l'avait empêché de le chercher, de s'y excuser, de se reconnecter. Et son corps avait reflété cette rétention émotionnelle par une rétention physique. Elle s'y accrochait à sa position, à son orgueil, à sa douleur. Et son intestin s'accrochait à tout ce qui aurait dû sortir. Ce que je vais te révéler est un savoir que les guérisseurs de toutes les cultures comprennent depuis des millénaires. L'intestin est le miroir de notre capacité à être fluide avec la vie, à prendre ce qui nous nourrit et à lâcher ce qui ne sert plus, à laisser partir le passé pour faire de la place au présent. Les médecins de la Chine ancienne appelaient le gros intestin l'officier de l'élimination, le ministre chargé de libérer ce qui a déjà rempli sa fonction. Ils enseignaient que la constipation chronique n'est pas seulement un problème physique, que c'est un signe. La personne s'y accroche à de vieilles blessures, à des rancunes anciennes, à des situations qui auraient dû être laissées derrière il y a des années. La science moderne confirme ce lien de façon impressionnante. L'intestin a son propre système nerveux, avec plus de neurones que la moelle épinière. Il répond directement au stress émotionnel. Quand tu sens que tu ne peux pas lâcher quelque chose émotionnellement, ton système nerveux envoie des signaux qui paralysent littéralement le mouvement intestinal. Le corps rend physique ce que l'esprit rend émotionnel. Beatrice n'avait pas un problème de fibre, ni de laxatif. Elle avait un problème de lâcher. Son corps retenait de la matière parce que son cœur retenait de la douleur. Son intestin était bloqué parce que son orgueil était bloqué. Je lui expliquais cela avec toute la compassion possible. Votre intestin fait exactement ce que vous lui avez appris depuis 15 ans. Retenir, se accrocher, ne rien lâcher. Et il continuera jusqu'à ce que vous lui montriez que c'est sûr de laisser partir. Mais je ne sais pas comment retrouver mon fils, dit-elle en pleurant. Je ne sais pas s'il veut me voir. Je ne le trouverai peut-être jamais. Peut-être qu'il ne voudra pas de contact. Mais ça, pour votre intestin, ce n'est pas le point. Ce que votre intestin a besoin, c'est que vous lâchiez à l'intérieur, que vous pardonniez, que vous arrêtiez de porter 15 ans de culpabilité et de regret, que vous ouvriez la main que vous gardez fermée en poing depuis si longtemps. Je lui enseignai alors le protocole de libération intestinale. C'était profondément symbolique, mais incroyablement efficace. Chaque matin, Beatrice devait écrire sur un papier quelque chose qu'elle devait lâcher. La culpabilité pour les mots dits, le orgueil qui l'y avait empêché de s'excuser, la peur de s'être rejetée, la douleur des années perdues. Notez n'importe quoi que celle retenait. Après les faits voire écrits, elle devait le lire à voix haute et dire « Ça ne me sert plus, je le lâche. Je donne la permission à mon corps de le laisser partir. » Puis elle devait déchirer le papier en petits morceaux et le jeter dans les toilettes. Regardez le fut non porté. Pendant ce geste, respirez profondément et visualisez son intestin se relâchant, s'ouvrant, laissant enfin tout ce qui stagnait et circuler, et je lui donnai une tâche plus difficile. Écrire une lettre à Alessandro. Elle n'était pas obligée de lui envoyer, juste lui s'écrire. Dire tout ce qu'elle s'était tue pendant 15 ans, se excuser, expliquer, exprimer l'amour qu'elle n'avait jamais cessé de ressentir. Écrire, c'était lâcher. Les premières semaines, Béatrice pleura chaque matin pendant le rituel. 15 ans de douleur comprimée commencèrent à bouger, et avec la douleur, son intestin commença à bouger. À la 3e semaine, elle évacua naturellement pour la première fois depuis des mois, sans laxatif, sans douleur. Au 2e mois, sa régularité s'améliora drastiquement. Son ventre dégonfla, son visage changea. Au 3e mois, elle fit quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Elle envoya la lettre à la dernière adresse qu'elle avait, sans savoir si elle arriverait. 3 semaines plus tard, elle reçut un appel. C'était son fils. Je ne dirais pas que la réconciliation fut facile. Elle ne le fut pas. Mais elle eut lieu. Et l'intestin de Béatrice
cet organe qui reflétait fidèlement son incapacité à lâcher, fleurit quand elle ouvrit enfin la main. Béatrice vécut jusqu'à 88 ans. Son système digestif fonctionna normalement pendant ces 3 dernières décennies. Et sa relation avec Alessandro devint l'une des plus grandes bénédictions de sa vie. Voici la 6e loi de la carte interdite. L'intestin garde tout ce que tu refuses de lâcher, chaque rancune retenue, chaque situation non libérée, chaque passé que tu refuses de laisser partir. Tout cela se reflète dans un organe conçu pour une seule chose, laisser partir. Si ton intestin est bloqué, demande-toi ce qui est bloqué dans ta vie. À quoi t'accroches-tu que tu aurais dû lâcher il y a des années? Quelle conversation ne as-tu pas eue? Quel pardon ne t'as-tu ni donné ni demandé? Ton intestin ne te demande pas la perfection. Il te demande seulement d'y ouvrir la main. Chapitre 7. Le pancréas. L'organe qui garde l'amertume. 19 août 19. Francisco Delgado était un homme qui avait cessé de goûter la vie. À ses 45 ans, il avait accumulé une fortune considérable comme importateur de tissus. Mais son visage ne montrait aucune satisfaction. Quand il entra dans mon cabinet, je remarquai d'abord son expression, le front constamment plissé, les coins de la bouche tirés vers le bas. Le regard de quelqu'un qui observe le monde en cherchant des défauts. Son diagnostic diabète de type 2 sévère. Son pancréas ne produisait plus assez d'insuline. Les médecins lui avaient dit que c'était génétique, que c'était l'IVAG, qu'il devrait s'injecter de l'insuline toute sa vie. Mais quelque chose, dans son histoire, ne collait pas avec une simple prédisposition génétique. Monsieur Delgado, lui demandai-je après avoir revu son dossier, quand est-ce que quelque chose vous a semblé doux pour la dernière fois? Je ne parle pas de nourriture, je parle de la vie. Il me regarda avec un mépris à peine dissimulé. Doux? La vie ne peut être pas douce, docteur. La vie est une arnaque. Tu travailles toute ta vie. Tu te sacrifies. Et pourquoi? Pour que d'autres profitent de ce que tu as construit. Pour que les gens te déçoivent. Pour que rien ne se passe comme tu les espérais. Là c'était les amertumes, si épaisse qu'on aurait presque pu la goûter dans l'air. Je lui demandai de mieux plus. Et l'histoire que son pancréas portait depuis des années remonta. José avait un associé, Bernardo. On était amis depuis l'East enfance. On a construit l'entreprise ensemble, à partir de rien. Il y a 12 ans, j'ai découvert qu'il me volait. Pendant des années, il détournait de l'argent vers des comptes personnels. Quand je l'ai confronté, il n'a montré aucun regret. Il a ri au visage. Et il a dit que j'étais trop naïf pour les affaires. Francisco avait gagné la bataille juridique. Il récupéra son entreprise. Bernardo finit ruiné. Mais la victoire ne lui apporta pas la paix. Elle lui apporta pire, la certitude que le monde est hostile et que tout le monde veut profiter de lui. Depuis, il n'avait plus fait confiance à personne. Il n'avait plus profité de rien. Chaque réussite avait le goût de cendre. Chaque relation était contaminée par le soupçon. J'ai tout gagné et je ne profite de rien, admit-il, avec une grimace qui voulait être un sourire. Ma femme dit que je suis impossible. Mes enfants mutaient vite. J'ai plus de tes argents que je ne peux en dépenser. Et chaque matin, je me réveille furieux, sans savoir exactement pourquoi. 12 ans. Pendant 12 ans, Francisco avait fait mariner son existence dans l'amertume. Et son pancréas, l'organe chargé de réguler la douceur dans le sang, s'était effondré sous le poids d'une vie où la douceur avait été déclarée ennemie. Ce que je vais te révéler, c'est un lien que les anciens chauds guérisseurs comprenaient intuitivement. Le pancréas est l'organe de la douceur. Il ne régule pas seulement le sucre dans le sang. Il reflète notre capacité à vivre et à traiter les choses douces de la vie. La joie, la gratitude, le plaisir simple d'exister. Les médecins ayurvédiques de l'Inde associaient les problèmes pancréatiques à ce qu'ils appelaient l'incapacité à digérer la douceur. Ils enseignaient que quand une personne rejette systématiquement la joie, quand elle voit le monde comme un lieu amer, où tout déçoit, le pancréas finit par ne plus fonctionner correctement. La science moderne a trouvé des liens étonnants entre l'état émotionnel et la fonction pancréatique. Le stress chronique et les émotions négatives prolongées augmentent la résistance à l'insuline. L'amertume constante élève le cortisol. Et ce cortisol interfère avec la capacité du pancréas à réguler le sucre. Le corps rend littéral ce que l'esprit rend métaphorique. Francisco n'avait pas développé le diabète seulement à cause de la génétique ou parce qu'il mangeait trop de sucre. Il l'avait développé parce qu'il avait supprimé toute douceur de son expérience. Son corps reflétait exactement ce que son esprit avait décidé. Si la vie n'a rien de doux, pourquoi devrais-je traiter de la douceur? Je lui expliquai cela de la manière la plus directe possible. Monsieur Delgado, votre pancréas n'est pas le problème, c'est le messager.
Il vous dit que vous ne pouvez pas continuer à vivre comme si le monde entier était votre ennemi. Bernardo vous a trahi il y a 12 ans. Et vous vous trahissez depuis 12 ans, en vous interdisant toute joie comme punition pour avoir fait confiance une fois. Et que proposez-vous ? Demanda-t-il, avec son cynisme habituel. Que je fasse semblant que tout est merveilleux, que je souris comme un idiot pendant que le monde reste ce lieu pourri. Je ne vous propose pas de faire semblant. Je vous propose de considérer ceci. Votre vision amère n'est pas la vérité objective du monde. C'est le filtre que vous avez choisi après une expérience douloureuse. Et ce filtre vous tue. Je lui enseignai alors le protocole de récupération de la douceur. C'était simple, mais pour quelqu'un comme Francisco, c'était une révolution intérieure. Chaque matin, avant de se lever, il devait identifier 3 choses pour lesquelles il pouvait ressentir une gratitude réelle. Pas une gratitude forcée, une gratitude vraie. Quelque chose de petit, le soleil à la fenêtre, un café chaud, être vivant un jour de plus. Il devait rester avec chacune de ces choses pendant 1 minute entière. Les savourer mentalement, comme on savoure un bonbon qu'on n'a pas goûté depuis longtemps. Chaque soir, il devait écrire une seule chose bonne qui s'était produite dans la journée. Une seule. Même si la journée avait été difficile, il devait la trouver et lui s'écrire. Cet exercice forçait son esprit à chercher la douceur au lieu de chercher l'amertume. Et je lui prescrivis quelque chose de radical pour lui. 1 fois par semaine, faire quelque chose uniquement pour le plaisir, pas pour les affaires, pas par obligation. Pour le pur plaisir, marcher dans un parc, écouter de la musique, manger quelque chose de délicieux, sans culpabilité. Son esprit avait oublié que le plaisir existait. Il devait s'y en souvenir. Les premières semaines, Francisco me dit que ces exercices étaient ridicules, mais il les fit. À la 4e semaine, quelque chose changea. Il me appela, déconcerté. Hier, je vais regarder mon petit-fils jouer dans le jardin et j'ai ressenti quelque chose que je ne reconnaissais pas. J'ai mis des heures à identifier ce que c'était. C'était de la joie pure. Je t'avais oublié cette sensation. Au 3e mois, sa glycémie s'était nettement améliorée. Son médecin réduisit sa dose de péinsuline. Au 6e mois, Francisco fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 12 ans. Il invita sa famille à dîner sans raison particulière, juste parce que il voulait les voir. Sa femme pleura à table sans pouvoir expliquer pourquoi. Francisco n'arrêta jamais complètement l'insuline. Les dégâts étaient importants, mais il la réduisit drastiquement et il vécut encore 19 ans avec une qualité de vie qu'il n'aurait jamais cru possible. Il mourut à 75 ans, entouré d'une famille qu'il avait retrouvée. Voici la 7e loi de la carte interdite. Le pancréas garde l'amertume que tu as laissé fermenter dans ta vie. Quand tu déclares que la vie n'a rien de doux, ton corps te croit et il cesse de traiter la douceur. Le diabète n'est pas toujours génétique. Parfois, c'est la conséquence d'années à rejeter la joie. Ton pancréas ne te demande pas d'ignorer la douleur du monde. Il te demande de ne pas transformer cette douleur en condamnation à vie contre la douceur. Chapitre 8. La vésicule biliaire. L'organe qui garde l'indécision. 11 janvier, Carmen Lucia Vega avait 41 ans et une douleur qui la pliait en deux. Ses calculs biliaires avaient tellement grossi que les chirurgiens insistaient pour opérer immédiatement. Mais Carmen avait refusé l'opération 3 fois, pas par peur du bistouri, pour quelque chose de plus profond qu'elle ne savait pas nommer. Quand elle entra dans mon cabinet, elle tenait son côté droit à 2 mains, comme si elle essayait de contenir quelque chose qui menaçait d'exploser. Son visage montrait des années de douleur, mais aussi autre chose, une tension particulière dans la mâchoire, le regard de quelqu'un qui est en guerre contre elle-même depuis trop longtemps. Madame Vega, lui demandai-je, combien de décisions importantes sont en suspens dans votre vie? Elle se figea. Personne ne lui avait posé cette question. Les médecins parlaient de pierre, de bile, de chirurgie. Personne ne parlait des décisions. Je ne vois pas de quoi vous parlez, répondit-elle. Mais son corps l'a trahi. Les épaules se tendirent. La respiration devint superficielle. Alors je reformulai. Quelle décision évitez-vous depuis des années? Quelle bifurcation avez-vous gelé? Parce que vous n'osez pas choisir un chemin. Et là, les larmes tombèrent. Et avec elles, la vérité. Mon mariage. Je suis marié depuis 18 ans à un homme que je n'aime pas. Je le fais su dès la première année. Mais on avait des enfants, des engagements. Tout le monde attendait que ça marche. Chaque jour, je me réveille en me disant que je devrais partir. Et chaque jour, je me convainc de rester un jour de plus. 18 ans, 2 jours de plus. 18 ans. Pendant 18 ans, Carmen avait vécu suspendue entre 2 options, sans choisir, rester ou partir. Chaque matin, la même décision. Chaque matin, elle la repoussait.
Sa vie était devenue un limbo d'indécision permanente. Et sa vésicule biliaire fabriquait des calculs depuis exactement ce temps. Ce que je vais te révéler, c'est quelque chose que les anciens guérisseurs comprenaient profondément. La vésicule biliaire est l'organe de la décision. Elle stocke la bile, cette substance amère et puissante, nécessaire pour digérer les graisses. Les médecins chinois l'appelaient l'officier de la décision juste, le ministre chargé d'exécuter les jugements du foie avec précision et détermination. Quand une personne vit dans l'indécision chronique, quand elle évite de choisir parce que elle a peur de se tromper, la vésicule le reflète, la bile stagne. Ce qui devrait couler se solidifie. Les pierres se forment. Le organe conçu pour agir avec détermination se remplit de matière pétrifiée, exactement comme la vie de quelqu'un qui n'ose pas décider. La science moderne a trouvé des corrélations significatives entre le stress de l'indécision et la formation de calculs biliaires. La tension chronique modifie la composition de la bile. L'anxiété constante de vivre entre deux options, sans en choisir aucune, affecte la motilité de la vésicule. Ce qui devrait se vider régulièrement s'accumule, jusqu'à devenir pierre. Carmen n'avait pas des calculs parce qu'elle mangeait trop gras. Elle avait des calculs parce qu'elle avait congelé sa vie dans une décision. Chaque jour où elle repoussait le choix, sa vésicule ajoutait une couche de plus aux pierres qui menaçaient désormais sa vie. Je lui expliquai sans détour. Vos calculs sont des décisions pétrifiées, Madame Vega. Ce sont 18 ans de non-choix solidifiés dans votre corps. Vous pouvez vous faire opérer et les retirer. Mais si vous ne changez pas votre façon d'éviter les décisions, le schéma trouvera une autre façon de se manifester. Mais si je choisis mal, demanda-t-elle, terrifiée. Si je pars et je le regrette, si je reste et je gaspille ce qui me reste de vie, toute décision vaut mieux qu'aucune décision, répondis-je. L'indécision n'est pas de la prudence, c'est de la paralysie. Elle ne vous protège pas de l'erreur. Elle vous condamne à une erreur continue qui se répète chaque jour où vous ne choisissez pas. Vous n'y avez pas évité de vous tromper. Vous vous trompez depuis 18 ans, au ralenti. Je lui enseignai alors le protocole de libération vésiculaire. Il ne remplaçait pas la chirurgie qu'elle allait probablement devoir faire, mais il préparait son corps et son esprit à un changement plus profond. Chaque matin, Carmen devait prendre une petite décision immédiatement. Quoi manger au petit déjeuner? Quelle tenue porter? Quel chemin prendre? Sans délibérer éternellement. Décider, agir. Cet exercice entraînait son système nerveux à tolérer l'incertitude du choix. Chaque soir, elle devait écrire une décision en suspens et lui donner une date limite. Elle ne pouvait plus laisser des décisions flotter indéfiniment. Chacune devait avoir un délai. Et quand le délai arrivait, elle devait choisir, même sans toute l'information, même sans certitude totale. Et elle devait répéter une phrase chaque fois que elle sentait lui envie de remettre à plus tard. Je décide maintenant. Je corrigerai après si nécessaire. Mais je décide maintenant. Les premières semaines furent difficiles. Carmen découvrit combien de petites décisions elle repoussait chaque jour. Des dizaines. Le muscle de décider était totalement atrophié, mais elle le texessa jour après jour. À la 4e semaine, elle prit une décision qu'elle évitait depuis des années. Elle parla à son mari. Elle dit la vérité. Elle ne demanda pas le divorce immédiatement. Mais elle brisa le silence. Elle cessa de flotter dans le limbo. Au 2e mois, elle se fit opérer. Les chirurgiens retirèrent plus de 40 calculs. Mais Carmen sentit qu'elle avait expulsé bien plus que des pierres. Elle avait expulsé des années d'indécision pétrifiée. 1 an plus tard, Carmen et son mari se séparèrent à l'amiable. Elle décrivit cette période comme la plus douloureuse et la plus libératrice de sa vie. Elle avait enfin choisi, et même si ça faisait mal, la douleur de décider était infiniment moindre que 18 ans de ne pas décider. Carmen vécut jusqu'à 83 ans. Elle ne refit jamais de calcul, et chaque fois que elle sentait envie de repousser une décision, elle se rappelait le prix qu'elle avait payé pour 18 ans de non-choix. Voici la 8e loi de la carte interdite. La vésicule garde les décisions que tu ne prends pas. Chaque bifurcation que tu gèles, chaque choix que tu repousses indéfiniment. Tout cela devient pierre en toi. Ton corps ne peut pas vivre dans un limbo perpétuel. Si tu as des problèmes de vésicule, demande-toi quelle décision tu évites depuis des années. Quelle bifurcation tu as figée. Quel choix te fait si peur que tu préfères la douleur de ne pas décider. Ta vésicule ne te demande pas d'être infaillible. Elle te demande de choisir. Chapitre 9. La thyroïde. L'organe qui garde l'expression réprimée. 28 mai 1960. Sofia Montero avait été l'une des chanteuses les plus prometteuses de Vienne. À 25 ans, elle remplissait des théâtres. À 30 ans,
Sa voix commença à faiblir sans explication. À 36 ans, quand elle arriva dans mon cabinet, elle ne pouvait pas tenir une note plus de 3 secondes. Les spécialistes avaient trouvé le problème, hypothyroïdie sévère. Sa thyroïde était presque éteinte, mais aucun traitement hormonal n'avait restauré sa voix. Les médicaments régulaient ses niveaux sanguins, mais sa gorge restait fermée. Quelque chose de plus profond que les hormones bloquait son instrument. Quand je la vis pour la première fois, ce qui me frappa le plus, c'était sa posture. Épaules affaissées, tête baissée, mains posées sur sa gorge en permanence. Comme si elle protégeait quelque chose, ou comme si elle cachait quelque chose. Madame Montero, lui demandai-je, quand avez-vous cessé de dire ce que vous pensiez vraiment? Ses yeux s'ouvrirent, surprise. Elle s'attendait à des questions sur son alimentation, sa médication, son histoire familiale. Pas sur sa vérité étouffée. « Je ne comprends pas la question », répondit-elle, d'une voix à peine audible. « Votre thyroïde est dans votre gorge. C'est l'organe qui régule la manière dont vous exprimez votre énergie vitale au monde. Quand une personne réprime systématiquement ce que celle doit dire, la thyroïde finit par s'éteindre. « Que t'avez-vous gardé pour vous ?» Le silence dura presque 2 minutes. Quand elle parla enfin, sa voix tremblait. « Tout. Je sais tout garder pour moi. Il y a 6 ans, mon mari a décidé que ma carrière était terminée, qu'il était temps d'être épouse et mère à plein temps, que chanter était de la vanité, qu'une femme correcte n'expose pas sa voix sur scène. Et moi, je n'osais plus discuter, je ne me suis plus défendu, je n'osais plus chanter, même à la maison. Je n'osais plus parler de ce que je voulais, je ne sais plus dit que je ne s'étais pas dit accord. Je me suis tue pendant 6 ans. 6 ans. Pendant 6 ans, Sophia avait réduit au silence non seulement sa voix chantée, mais sa voix vitale. Elle avait cessé d'exprimer son désaccord, ses désirs, ses besoins. Elle était devenue un écho de ce que les autres attendaient d'elle, et sa thyroïde, l'organe qui gouverne l'expression de l'énergie vitale, s'était éteinte en réponse. Ce que je vais te révéler, c'est quelque chose que les anciens guérisseurs de l'Inde comprenaient profondément. La thyroïde se trouve au niveau du 5e chakra, le centre énergétique de l'expression, de la communication, de la vérité personnelle. Quand ce centre se bloque par répression chronique, la thyroïde physique en subit les conséquences. Les médecins ayurvédiques traitaient les troubles de la thyroïde non seulement avec des plantes, mais avec des pratiques d'expression, chanter, dire la vérité, parler de ce que l'Uban devait communiquer. Ils comprenaient que la gorge est le pont entre le cœur et le monde, et quand ce pont se ferme, tout le système se déséquilibre. La science moderne a confirmé des liens surprenants. Le stress de la répression émotionnelle chronique affecte directement la fonction thyroïdienne. Les personnes qui taisent systématiquement leurs besoins et leurs opinions ont une incidence plus élevée de troubles thyroïdiens. Le corps rend littéral ce que la psyché rend symbolique. Si tu fermes ta voix intérieure, l'organe de la voix se ferme aussi. Sophia n'avait pas seulement une thyroïde malade, elle avait une vérité emprisonnée. Son corps avait cessé de produire l'hormone de l'expression parce qu'elle avait cessé de s'exprimer. C'était une cohérence terrible, mais parfaite. Je lui expliquai cela avec soin, sans ambiguïté. Vos cordes vocales fonctionnent. Votre thyroïde peut récupérer, mais aucune hormone synthétique ne remplacera ce que vous devez faire. Vous devez recommencer à parler. Pas seulement des sons, des vérités. Les vérités que vous avez gardées pendant 6 ans sont coincées dans votre gorge. Et tant qu'elles ne sortiront pas, votre thyroïde n'aura aucune raison de se réveiller. Mais si je parle, si je dis ce que je pense, mon mariage, elle n'acheva pas. Votre mariage, quoi? Quoi? Demandai-je. Il finira peut-être, ou il se transformera peut-être. Vous ne le saurez pas tant que vous ne parlerez pas. Ce que vous savez, c'est le prix de vous taire. Vous le payez avec votre santé, avec votre voix, avec votre identité. Ce silence vaut-il ce prix? Je lui enseignai alors le protocole de libération thyroïdienne. C'était confrontant pour quelqu'un qui avait bâti sa survie sur le silence. Chaque matin, Sophia devait se placer devant le miroir et parler pendant 5 minutes. Peu importe ce que celle disait, ce que elle ressentait, ce que elle pensait, ce que elle voulait, de la colère, de la tristesse, du désir, de la frustration. Le contenu était secondaire. L'essentiel, c'était que sa gorge recommence à vibrer avec la vérité. Chaque jour, elle devait exprimer au moins une opinion authentique à quelqu'un, sans agresser. Juste sa perspective réelle. Je préfère ceci. Je ne suis pas divacor. Je sais besoin de quelque chose de différent. Des phrases simples qu'elle avait effacées de son vocabulaire. Une fois par semaine, elle devait chanter seule, dans sa chambre. Peu importe le son. Chanter,
c'était reprendre possession de son instrument, dire à son corps que l'huile expression était sûre. Les premières semaines furent terrifiantes. Sophie a découvert la quantité de colère accumulée, le nombre de mots non dits, devenu un nœud dans sa gorge. Les premières fois qu'elle chanta seule, elle pleura plus qu'elle ne chanta, mais elle continua. À la 4e semaine, elle eut la première conversation honnête avec son mari depuis des années. Elle lui dit que Phil regrettait de chanter, qu'elle sentait qu'une partie d'elle était morte. Il réagit de s'abord par surprise, puis par résistance, puis par quelque chose d'inattendu. Il écouta. Au 2e mois, ses niveaux thyroïdiens commencèrent à s'améliorer sans augmenter la médication. Son endocrinologue n'avait pas d'explication. Au 4e mois, Sophia chanta en public pour la première fois depuis 6 ans. Dans une petite réunion familiale. Sa voix n'y était pas celle d'avant, plus rauque, plus fragile. Mais elle était là, elle était revenue. 1 an plus tard, sa thyroïde fonctionnait presque normalement, avec une médication minimale. Son mariage avait profondément changé. Pas parce que son mari s'était transformé magiquement, mais parce que celle avait cessé de disparaître. Sophia ne retourna jamais sur les grandes scènes, mais elle chanta jusqu'à 82 ans, dans des chorales, à des réunions, chez elle. Et chaque note rappelait ce que Phil avait appris, que la voix étouffée se paie, que le silence imposé à soi-même est une manière lente de mourir, que la thyroïde est l'organe qui mesure combien de vérité tu t'autorises à exprimer. Voici la 9e loi de la carte interdite. La thyroïde garde tout ce que tu n'oses pas dire. Chaque opinion tue, chaque besoin étouffé, chaque vérité avalée. Tout cela s'accumule dans l'organe de l'expression jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Si ta thyroïde flanche, demande-toi ce que tu as cessé de dire. Quelle vérité tu as enterrée pour garder la paix? Quelle voix tu as sacrifiée pour être acceptée? Ta thyroïde ne te demande pas de crier ni de te battre. Elle te demande de ne pas disparaître. Chapitre 10. La peau, l'organe qui garde les limites violées. 3 décembre, Martha Elizondo avait 33 ans et une peau qui semblait en guerre contre elle-même. Un psoriasis sévère couvrait plus de 60% de son corps. Des plaques rouges et squameuses qui saignaient au moindre frottement. Elle avait tout essayé. Des corticoïdes qui fonctionnaient quelques semaines puis ne faisaient plus effet. Des traitements par lumière qui brûlaient sans guérir. Des régimes d'élimination qui n'éliminaient rien. Les dermatologues l'avaient classée cas résistant. Ils lui dirent qu'elle devrait apprendre à vivre avec, que le psoriasis était auto-immune, génétique, incurable, que son corps avait décidé de s'attaquer à lui-même et que personne ne savait pourquoi. Quand elle entra dans mon cabinet, elle était couverte de la tête aux pieds, malgré la chaleur, manches longues, col haut, gants. Seul son visage était visible, et même là, on voyait les marques de la maladie. « Madame Elizondo », lui demandai-je doucement, « qui franchit vos limites ?» Elle resta immobile, comme électrisée. « Mes limites ?» répéta-t-elle, la voix tremblante. « La peau est votre frontière avec le monde. C'est là où vous finissez et où les autres commencent. Quand la peau tombe malade de cette manière, elle reflète souvent des limites violées à répétition. Des frontières que vous n'avez pas réussi à défendre. Qui entre là où il ne devrait pas ?» Le silence s'étira. Puis elle se mit à pleurer. Et entre les sanglots, l'histoire que sa peau criait depuis des années sortit. Ma mère vit avec nous depuis que je me suis marié. Elle entre dans ma chambre sans frapper. Elle lit ma correspondance. Elle critique comment je élève mes enfants, comment je cuisine, comment je m'habille, comment je parle. Chaque jour, elle trouve quelque chose que je fais mal. Mon mari dit que je dois être patiente, que c'était une vieille femme, que je ne peux pas la mettre dehors. Ça fait 11 ans que je n'ai pas un espace à moi. 11 ans sans pouvoir fermer une porte. 11 ans. Exactement le temps de son psoriasis. Martha n'avait pas une maladie génétique mystérieuse. Elle avait des limites violées systématiquement. Et son corps avait transformé cette invasion en frontière enflammée, visible. Sa peau faisait ce que Phil n'osait pas faire. Elle disait non. Elle criait ça suffit. Elle créait une barrière douloureuse parce que Martha n'avait pas réussi à créer une barrière saine. Ce que je vais te révéler est un savoir que les anciens guérisseurs comprenaient intuitivement. La peau n'est pas seulement un organe physique, c'est la limite énergétique entre ton monde intérieur et le monde extérieur. Chaque centimètre de peau est une déclaration. Ici je finis, là tu commences. Les médecins de la Chine ancienne appelaient la peau le 3e poumon, l'âme s'organe qui respire avec le monde, mais qui le tient aussi à distance quand il le faut. Ils enseignaient que les problèmes de peau reflètent des problèmes de limite, que quand une personne ne peut pas dire non avec des mots, sa peau commence à le dire avec des symptômes. La science moderne a trouvé des liens profonds entre le stress des limites violées
et les maladies cutanées. Le psoriasis, l'eczéma, l'urticaire chronique ont des composantes émotionnelles bien documentées. Le système immunitaire de la peau répond directement au stress psychologique. Quand tu vis dans l'invasion constante, ta peau entre en état d'isalerte permanent. Elle s'enflamme. Elle s'épaissit. Elle crée des barrières visibles là où les barrières invisibles n'existent pas. Martha Neid n'avait pas besoin d'une autre crème. Elle avait besoin d'apprendre à poser des limites. Sa peau faisait le travail qu'elle refusait de faire. Et tant qu'elle ne le ferait pas, aucun traitement ne suffirait. Je lui expliquais cela avec compassion, mais clairement, votre peau ne vous attaque pas. Elle vous protège comme elle peut. Elle fabrique une armure parce que vous n'avez pas pu créer de distance. Elle crie ce que vous n'osez pas dire. Et jusqu'à ce que vous appreniez à poser des limites avec des mots, votre peau continuera à les poser avec des lésions. Mais je ne peux pas mettre ma mère dehors, dit-elle, désespérée. Ce serait cruel. Mon mari ne les accepterait jamais. Quelle fille ferait ça? Et quelle fille êtes-vous maintenant? Répondis-je. Une fille malade, une fille qui se consume, une fille qui disparaît derrière une peau qu'elle ne reconnaît plus. La limite n'a pas besoin d'être la mettre dehors. Ça peut être une porte qui se ferme, un horaire respecté, une conversation qui fixe ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. La limite n'est pas de la cruauté, c'était de la survie. Je lui enseignais alors le protocole de restauration des limites, moins physique que les autres, plus relationnel. Chaque jour, Martha devait s'entraîner à dire non à quelque chose de petit, sans agressivité. Simplement non. Non, merci. Non, pas maintenant. Non, je préfère autre chose. Le muscle de la limite était atrophié. Il fallait le renforcer progressivement. Chaque fois que sa mère franchissait une limite, au lieu de se taire et d'absorber, Martha devait dire une phrase simple. « Maman, j'eussais besoin que tu frappes avant de entrer. Maman, cette décision, c'était moi qui la prends. » Sans crier, sans se battre, juste affirmer. Poser la frontière avec des mots pour que la peau n'ait plus à le faire avec de l'inflammation. Et elle devait créer un espace physique qui soit à elle, même petit. Un coin, un placard, un lieu où personne ne pouvait entrer sans permission. Un territoire propre où sa peau pourrait se reposer. Les premières semaines furent chaotiques. Chaque fois que Martha posait une limite, sa mère réagissait avec indignation. Son mari lui demandait d'être patiente et sa culpabilité l'attaquait plus que les critiques. Mais elle continua. À la 3e semaine, quelque chose de notable se produisit. Elle posa un verrou sur la porte de sa chambre. Sa mère protesta pendant des jours. Mais la porte restait fermée quand Martha en avait besoin. Pour la première fois en 11 ans, elle avait un espace inviolable. Au 2e mois, les plaques commencèrent à réduire. Elles ne disparurent pas, mais elles cessèrent de s'y étendre. Au 4e mois, son dermatologue observa ce qu'il appela une rémission partielle inexplicable. Les lésions sur ses bras avaient presque complètement guéri. 1 an plus tard, le psoriasis couvrait moins de 15% de son corps. C'était encore là. Peut-être que ça le serait toujours, dans une certaine mesure, mais ça ne dominait plus sa vie. Martha vécut jusqu'à 78 ans. Sa relation avec sa mère ne fut jamais simple, mais elle apprit quelque chose qui transforma ces 4 dernières décennies. Dire non n'y est pas de la cruauté. Les limites ne sont pas des murs qui excluent l'amour. Ce sont des frontières qui définissent là où elle existe, comme personne distincte. Et sa peau ne put commencer à guérir que lorsqu'elle apprit à défendre son territoire autrement qu'avec des lésions. Voici la 10e loi de la carte interdite. La peau garde chaque limite que tu laisses violer, chaque invasion que tu tolères, chaque frontière que tu ne défends pas. Tout cela se manifeste dans l'organe qui sépare ton monde intérieur du monde extérieur. Ta peau ne t'y attaque pas. Elle te défend de la seule manière possible, quand toi, tu ne le fais pas. Si ta peau est enflammée, demande-toi qui franchit des lignes qu'il ne devrait pas franchir. Ou as-tu cessé d'exister pour que les autres s'étendent? Quelles limites dois-tu poser que tu as eu peur de poser? Ta peau ne te demande pas de t'isoler du monde. Elle te demande de définir où tu finis toi.